What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. A place where we speak Franglish, say the word awesome a lot, mais surtout un endroit d'inspiration et d'éducation pour vous aider à optimiser votre santé globale from the inside out. Mon nom est Claudia, fondatrice de Karmakin, et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde de développement personnel, d'optimisation d'habitudes de vie et de découverte so you can unleash your potential and live the life you truly want and deserve. Merci d'être à l'écoute. You're awesome. Si tu écoutes mon podcast depuis quelques semaines, quelques mois, ben tu sais que j'ai des gens freaking inspiring dans mon entourage. C'est d'ailleurs une des choses que j'aime le plus dans mon podcast depuis que je l'ai lancé en février 2021, c'est de vous partager ces gens-là, des coachs, des amis, des professionnels autour de moi qui m'inspirent moi personnellement dans ma vie professionnelle, dans ma vie en tant qu'entrepreneur, dans ma vie personnelle aussi, dans ma vie spirituelle, dans mon développement personnel. Et aujourd'hui, mon invité ne fait certainement pas exception à ça. Effectivement, aujourd'hui, j'ai l'honneur de parler avec Camille Scheib pour cette conversation awesome. Camille qui est une femme tellement inspirante, qui est... Mon Dieu, par où commencer? Bien, premièrement, elle est née avec une jambe et un bras en moins. Donc, je pense qu'on va en reparler évidemment dans la conversation, mais je pense que c'est une des caractéristiques qui, après ma barre, quand on la rencontre, évidemment, hein, la faire sortir un petit peu du lot, mais c'est surtout son espèce de vibe positive, son sourire, ce qu'elle dégage dans sa présence, dans ses paroles. C'est tellement, tellement amazing et encore une fois inspirant de voir et d'être témoin de tout ce qu'elle a accompli jusqu'à maintenant. Camille, on a le même âge ou presque, 30-31 ans, et son parcours de vie qui a commencé effectivement à sa naissance, quand elle est née avec une jambe et un bras en moins, bien, ce qu'elle a déjà accompli, la femme, la personne qu'elle est devenue, c'est absolument magique, puis ça me fait tellement, tellement plaisir de vous présenter un petit peu de sa magie and of her beauty today. Bon, rapidement, Camille voyageait beaucoup. D'ailleurs, quand j'étais au Cambodge, hein, elle a des amis, de la famille là-bas. Elle m'avait recommandé toutes sortes d'endroits avec des contacts aussi que j'avais tellement appréciés. Donc, elle a voyagé énormément. C'est une athlète aussi paralympique en escrime. Elle a eu des super exploits en très peu de temps dans ce sport-là. Elle est animatrice à la radio, à la télé, conférencière. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés. Il y a quelques années, en 2018, j'avais fait un événement Inspiration Karmakin. C'était mon premier événement en personne que j'organisais depuis le lancement de ma business. Et je voulais avoir une invitée inspirante pour parler justement à mes invités. En plus de, on avait fait un workout, on avait une petite présentation sur la nutrition. C'était vraiment un événement awesome. Puis, effectivement, Camille avait été mon invitée spéciale de cette journée-là. Et je pense que le 3/4 de la salle pleurait à la fin de son discours, tellement c'est touchant d'entendre son histoire. C'est réconfortant de juste être en sa présence. Et depuis cet événement-là, moi et Camille, on est restés en contact. Merci les réseaux sociaux pour ça. On s'est recroisés aussi dans plusieurs événements à Montréal. Et quand je lui ai demandé de venir me jaser sur mon podcast, ça lui a fait tellement plaisir. Puis on a eu, je pense, autant de plaisir là, à parler ensemble durant la conversation que vous allez en avoir à nous écouter aujourd'hui. Donc, je pourrais en parler longtemps de cette belle âme qui s'est mise sur mon chemin il y a quelques années. Je suis super reconnaissante, encore une fois, de vous la présenter aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, let's dive in notre belle conversation awesome. Bienvenue Camille dans cette conversation awesome. Je suis super reconnaissante de t'avoir avec nous. Ça me fait vraiment plaisir de te voir et de pouvoir jaser de toutes sortes de choses inspirantes aujourd'hui. Donc, bienvenue sur le podcast. Merci Claudia. En fait, c'est le plaisir est pour moi. Merci d'avoir pensé à moi parce qu'on se connaît. En fait, la première fois qu'on s'est vu, j'avais donné ma conférence pour toi, mais on s'est revus à quelques reprises après. Donc, une petite discussion entre filles, ça fait plaisir aujourd'hui. Oui, merci. On a beaucoup de choses à parler parce que tu as une vie qui est fascinante, qui est inspirante, qui sort de la... J'aime pas utiliser le mot normal, mais qui sort un peu de la norme. Tu as accompli toutes sortes de belles choses. Et je pense que la première chose que les auditrices doivent comprendre, peut-être qu'ils ne connaissent pas, c'est que tu es née sans bras gauche et sans jambe gauche. Hein? C'est pas... Exactement!
Je sais que ça ne te définit pas en tant que personne et je pense que les auditrices vont le comprendre très vite, mais c'est quand même quelque chose qui est pas justement dans la normalité. Donc, toi, t'es né comme ça, c'est ce que tu connais, c'est pas nécessairement que tu as eu un accident plus tard dans ta vie et que tu as perdu littéralement 2 membres de ton corps qui sont, on va se le dire, très importants. T'es né comme ça. Et j'aimerais qu'on commence à jaser de certaines anecdotes qui, moi, quand je les entends, me font toujours très rire et très plaisir de ton enfance. Parce que, bon, il a fallu que tu apprennes à marcher, tout ce qui est déjà difficile en tant qu'enfant, mais toi, tu as eu à l'apprendre sans bras gauche et sans jambe gauche, ce qui est pas rien. Alors, je te laisse un peu parler de ça. S'il y a des petites anecdotes que tu veux raconter. J'adore aussi quand tu parles des leçons que tes parents t'ont appris, qui t'ont pas justement surprotégé parce qu'il te manquait quand même un morceau important de toi-même. Donc, commencer avec ça pour que les gens comprennent bien ça ressemble à quoi naître et vivre et grandir sans bras et sans jambe gauche. Ben, tu sais, c'est sûr que ça fait, je sais pas combien de fois que je raconte cette histoire-là, mais je te dirais que aujourd'hui, à 31 ans, d'en reparler aujourd'hui, on dirait que ça me permet de repenser à la petite fille que j'étais avant, puis de voir, ben, la femme que je suis rendue aujourd'hui. Et c'est vrai que, tu sais, comme tu l'as dit, c'était pas un accident, je suis née comme ça. Mais le début de l'histoire, c'est que mes parents savaient pas que j'allais naître sans bras ni jambe gauche. Donc, c'est sûr qu'il y a eu un effet de surprise, autant pour mes parents que même pour les professionnels de la santé qui ont suivi ma mère pendant sa grossesse. Et là, les gens demandent tout le temps, mais comment ça se fait que vous avez pas pu le savoir avant que tu allais naître comme ça? Et à cette époque-là, donc quand ma mère était enceinte, ils ont pris une seule échographie et ils ont seulement vu le côté droit. Donc, il y avait vraiment une chance sur 2 pour qu'il y ait une information en plus avant ma naissance. Mais avec mes parents, tu vois, quand tu parles de leçons, ce qu'ils m'ont appris, c'est que il y a rien qui arrive jamais pour rien. Et pour nous, c'est la nature qui en a voulu ainsi. Ma mère a rien fait de mauvais, tu sais, pendant qu'une femme est enceinte. Voilà, il n'y a pas eu de faux pas entre guillemets. Donc, la seule façon dont on se l'explique en ce moment, j'ai pas la raison exacte, mais on se dit, en fait, il y a déjà un médecin qui a dit à ma mère suite à ma naissance, la seule explication qu'il lui a donnée, c'est, vous savez, madame, des fois dans un pommier de pommes vertes, des fois il y a une pomme rouge. Votre fille, c'est la pomme rouge. fait que c'est comme bon, ok, tu sais, c'est quand même. Ça paraît léger comme explication, mais quelque part, ça me convient, ça nous convient dans le sens que, comme tu dis, j'ai appris à tout faire comme ça. Moi, j'ai jamais vécu le manque ou la perte de mon bras ou de ma jambe, comme tu l'as dit. Donc, oui, d'apprendre tout à découvrir la vie, le monde comme je suis, pour moi, ça a été quelque chose de très naturel. Et quand tu parles de défis, de choses que bon, quand on est bébé, on doit tout apprendre. Puis moi, un exemple que j'adore, c'est justement quand on apprend à marcher, c'est la même chose pour tout le monde. Tu sais, quand on fait tous nos premiers pas, on a tous tombé des milliers de fois avant de réussir à marcher. C'est sûr que ça a été la même chose pour moi. C'est vrai que oui, mon défi est un peu plus gros dans le sens que moi, j'apprenais à marcher avec une prothèse, donc avec un bout de plastique au bout de mon pied, pour dire ça très simplement. Donc, c'est sûr que les sensations étaient pas pareilles, mon équilibre. L'anecdote que je préfère à ce moment-là, c'était vraiment quand mes parents m'amenaient marcher à l'extérieur pour justement me pratiquer à marcher avec ma prothèse. Pour eux, c'était important que je me pratique dans la vraie vie, pas à la maison où il y a pas d'obstacle, où le plancher est droit. Là, sinon tu vas aller marcher sur le trottoir. Je donne des exemples, mais il y a des roches, ça glisse, il pleut, bref. Puis comme je viens de le dire, je tombais, mais mes parents m'aidaient pas à me relever. Mm-hmm. Et c'est les gens qui, de l'autre côté du trottoir, qui assistaient à cette scène-là. Les gens étaient outrés, les gens étaient choqués d'assister à cette scène. Mais en même temps, moi aujourd'hui, en fait, mes parents m'ont donné énormément en faisant ça. Parce que aujourd'hui, je sais que je suis capable de me relever toute seule. Même si je tombe, c'est pas une fin en soi de tomber. Donc, c'est sûr que moi, une de mes phrases préférées, c'est en tombant qu'on apprend à se relever. C'est un peu comme ma signature, de dire ça. Parce que oui, ça fait partie de mon expérience de vie. Puis je pense qu'aujourd'hui,
même étant adulte aujourd'hui, on a encore peur hein, Mhm. de tomber hein, autant au sens propre qu'au sens figuré dans notre vie personnelle, notre vie professionnelle. Je trouve que ça peut toucher tout le monde, chacun dans leur propre histoire. Fait que non, moi c'est ça. Ça a été vraiment ils m'ont donné une arme ou une force en m'ayant élevé comme ça. Puis tu l'as dit aussi, sans me surprotéger, ça c'est Mhm. une notion que je trouve tellement importante, puis je peux en parler parce que moi, je l'ai vécu, de ne pas avoir été surprotégée. Mhm. Il y a tellement de belles choses, de belles leçons qu'on peut adapter n'importe qui écoute en ce moment sur justement des défis, des épreuves qu'on passe à travers au quotidien. Est-ce que tu as déjà cherché plus loin que ça à avoir des réponses de pourquoi toi, t'es né comme ça? Est-ce que tu as déjà eu des frustrations? Des fois, on sent que comme life is not fair, hein? La vie, c'est Ouais. injuste. Pourquoi ça m'arrive à moi? Est-ce que tu as déjà été dans ton enfance ou même adolescence dans ce tourbillon-là peut-être? Puis, qu'est-ce que tu as fait pour te sortir au niveau de ton mindset puis comprendre que, tu sais, je sais pas si tu connais Tony Robbins, c'est un coach en développement personnel que je suis beaucoup et lui va toujours dire Life is not happening to you, it's happening for you. Fait que j'ai Ah. l'impression que des fois, on essaie de se convaincre ou de jouer un petit peu à pourquoi ça m'arrive à moi, mais dans un sens un peu négatif. Donc, bref, ma question, c'est est-ce que tu as déjà été un petit peu dans ce tourbillon-là de « Ah, c'est pas juste, puis pourquoi moi, j'ai pas mes deux jambes, mes deux bras? » Et qu'est-ce que tu as fait pour te sortir de ce tourbillon-là? Ben, ce qui est fou, là, c'est que tu me demandes si j'ai eu ces pensées-là et ces questions dans mon enfance ou mon adolescence, mais pour dire vrai, je te dirais que c'est plus maintenant Ah ou ouais, depuis même les dernières années que oui, j'ai plus eu ces réflexions-là parce que plus jeune, en tout cas, je sais pas, j'allais dire, est-ce que c'est une question de chance ou de non, tu sais, j'avais tous les éléments gagnants, hein, j'ai envie de dire, autour de moi. J'ai jamais eu cette frustration ou de me dire pourquoi moi? Ah, mince c'est pas alors. juste. Oui, exactement, c'est pas juste. Non, j'ai même pas souvenir de m'être dit ça quand j'étais jeune parce que j'étais tellement épanouie, bien dans ma peau. Mhm. Puis je l'ai très vite accepté, oui, avec l'aide de mes parents, mais il est quand même venu un moment où j'ai conscientisé le fait que, OK, je suis handicapée, euh, mais non, j'ai toujours été bien. Après, bon, je dis ça, pour moi, c'est un nouveau discours parce que je suis encore bien aujourd'hui, évidemment. Mais quand je te dis que c'est plus ces dernières années que je commence à me dire, ah, j'avoue, en fait, c'est que je vois que les difficultés que ça me cause, c'est plus lourd et quand même un peu plus compliqué pour moi dans ma vie au quotidien en tant que femme indépendante aujourd'hui versus quand j'étais une jeune fille. Mhm. J'avais mes parents, tu vois ce que je veux dire. Mes parents étaient là pour s'occuper de moi, pour tout faire. Donc, c'était facile, en fait, pour moi de vivre ma vie en tant que jeune fille avec un bras, une jambe en moins. Mais là, aujourd'hui, étant une femme autonome, indépendante, je te dirais que la charge est quand même plus lourde. Mhm. Je vais le ressentir, par exemple, mais surtout au niveau justement du corps, tu sais, l'énergie, la forme physique. Ouais. Et tu sais très bien, tu es une spécialiste en la matière à ce niveau-là. Ben, je le ressens plus. Le fait d'avoir un bras, une jambe en moins, j'ai toujours dit, c'est tout ce qu'il y a dans la tête qui compte, c'est ça qui est important. Oui, c'est toujours le cas. Mais par contre, aujourd'hui, je me dois pour être honnête envers moi-même, et c'est pas facile pour moi, hein, Claudia, de le nommer parce que, comme je te dis, j'ai toujours, moi, foncé droit devant sans me poser de questions. Mais aujourd'hui, c'est ça, je dois nommer ces choses-là parce que j'ai appris à plus écouter mon corps, à voir les signes. Et il me parle tellement, c'est tellement clair, en fait, les signes que mon corps me donne. Et j'ai des discussions que j'ai déjà eues avec d'autres personnes. On est combien à ne pas l'écouter? Tu sais, c'est vrai, là, puis bon, j'ai un peu mal, je suis un peu fatiguée, mais je continue, je pousse. Mais on dirait que moi, le côté, bon, handicap, oui, ça donne beaucoup de défis et d'obstacles, mais en même temps, il y a une clé. C'est une clé pour moi, ce handicap, parce que justement, il m'aide voilà, à apprendre à plus m'écouter. Donc, j'ai comme j'allais dire quoi? Une relation avec moi-même, ou bon, appelle-le comme tu veux, mais je suis plus, on dirait, connectée avec moi-même, et ça me demande des fois d'accepter plus, ben, justement, ma vulnérabilité en tant que femme handicapée, de juste travailler, de me déplacer, quand je dis autonome, ben, de conduire ma voiture. Je suis tellement fière de pouvoir conduire ma voiture. Pour moi, c'est énorme parce que je fais la comparaison justement entre
pour le fait qu'il me manque une jambe, me déplacer, c'est quand même un enjeu. Ça va me fatiguer. Je suis pas totalement bien à 100% dans ma prothèse. Tu vois, il va y avoir d'irritation, je vais beaucoup transpirer, j'ai chaud, j'ai des points de pression. J'ai appris à vivre avec. Mais pour moi, la voiture, c'est ça. C'est waouh, je m'assois dans ma voiture, je suis au même niveau que tout le monde. Tu vois, je peux rouler aussi vite si je veux. Tu vois, bref, c'est une image que j'aime bien. Puis j'aime particulièrement les voitures. Est-ce que c'est parce que ma prothèse de jambe, pour moi, je le vois comme un bolide. Hein, c'est comme c'est de la mécanique aussi, ma prothèse. Ben, la voiture, c'est la même chose. Donc, bref, c'est juste un goût personnel que mon père m'a transmis parce que lui aussi aime bien les voitures. Bon, fait que j'aime... voilà, c'est un élément qui m'apporte du plaisir aussi en même temps. Mais tout ça pour dire que, ouais, c'est plus aujourd'hui. Donc, que je vais me dire, j'avoue que ça aurait été plus facile si j'avais eu 2 bras et 2 jambes pour... toi, là, je suis mariée depuis 1 an et demi. Mon conjoint a 2 enfants. Donc, pour moi-même, ma vie de belle-mère, c'est quelque chose qui est nouveau où ben je veux me donner à 100% aussi. Puis, tu sais, je fais beaucoup de choses. Avec eux, on fait plein d'activités. Je vais souvent faire du vélo, par exemple, avec eux. Puis, je t'avoue que quand je croise des gens sur les pistes cyclables, ben déjà, les gens, je vois qu'ils sont étonnés juste de me voir faire du vélo, de un. Puis là, de deux, de me voir, bon, avec les enfants, ils savent pas nécessairement que je suis leur belle-mère. Mais pour moi, c'est un moment qui est tellement important de pouvoir vivre ça avec eux. C'est pas parce qu'il manque un bras de jambe que j'ai pas envie d'aller faire du vélo. Tu sais, fait que, mais donc, tu sais, ça reste le positif, l'attitude positive pour moi est importante. Mais plus j'avance, plus je me rends compte des limites que ça me pose quand même. Puis voilà, c'est une réflexion et une conscientisation que je suis en train de faire en ce moment. Et je pense aussi que, tu sais, quand on est enfant, nos projets, nos activités au quotidien, bon, non seulement on a l'aide de nos parents, de nos grands-parents, de nos professeurs pour nous aider, versus quand on est adulte, comme tu dis, on est strong, independent woman, mais il y a aussi que, bon, nos projets, nos buts quand on est enfant, c'est avoir du plaisir avec nos amis, Voilà. faire un peu de sport, versus dans vingtaine, trentaine, éventuellement quarantaine, ben c'est des gros projets, c'est des projets de fonder une famille, c'est de s'occuper d'enfants, c'est d'avoir des projets professionnels. Fait que la demande, évidemment, est complètement différente et t'as moins ce support-là de, comme je disais, ou comme tu disais aussi, tes parents. Et je pense que c'est peut-être ça aussi qui amène ce genre de réflexion-là. C'est super intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes, et même des hommes, mais je sais que c'est beaucoup des femmes qui nous écoutent, qui, justement, on arrive à des certains moments dans notre vie qu'on se pose des questions. On a des signes de notre corps qui nous parlent plus fort qu'avant. Moi, j'ai certainement oublié ou plutôt ignoré ces signes-là longtemps, que ça soit en surentraînement ou frôler même le burn-out parce que j'étais trop dans ma business. Et qu'est-ce que tu dirais comme conseil à ces femmes-là qui nous écoutent, qu'on commence à avoir des petits signes au niveau de, bon, notre énergie, notre fatigue, notre passion envers qu'est-ce qui habituellement nous passionne, mais là, on a peut-être moins d'intérêt, des petites douleurs, un petit manque d'énergie par-ci. Fait que bref, n'importe quel signe qu'on peut avoir, mais on a tendance effectivement à les ignorer parce qu'on est dans notre routine, on est des femmes fortes, on a notre objectif, on veut s'y rendre no matter what. Donc, t'es là-dedans. J'imagine que tu as déjà eu ces réflexions-là avec toi-même. Est-ce que tu as des conseils ou des pistes peut-être de réflexion qui pourraient aider les femmes qui sont un peu là-dedans aussi? Ben, je dirais que, comme tu le dis, on est un peu dans, tu sais, la performance, hein, entre guillemets. Moi, ce que j'apprends en tout cas de ça, c'est d'apprendre à s'arrêter et de pas se sentir mal parce que, bon, je sais, hein, on est toutes pareilles ou presque, on se comprend très bien sur ces sujets-là, de pas se sentir coupable ben, tu sais, c'est ça, c'est d'accueillir notre vulnérabilité, notre fatigue, notre limite, bref, peu importe quoi. En fait, c'est d'être plus dans la douceur. En tout cas, pour moi, c'est ça. C'est de m'accorder des moments de vraiment de calme et de pause. Moi, tu vois, ça passe beaucoup par ben justement comme je me démène beaucoup physiquement et que de vivre ma vie, ça me demande beaucoup plus d'énergie par justement ce que je dois compenser du fait qu'il manque un bras, une jambe. Ben j'ai besoin de beaucoup de sommeil, énormément. Et comme tu le dis, des fois maintenant, moi ça va être selon ce que je veux faire comme activité. Je reprends le vélo qui est un exemple très simple. Pour moi, j'ai énormément de plaisir à faire du vélo, mais par contre, ça me demande quand même de l'énergie. Donc si je veux aller en faire, mais que je me sens quand même fatiguée, ben tu vois, en tant que belle-mère par exemple, si les enfants ils me disent oui, on y va,
il faut vraiment que je m'écoute moi-même puis je me pose la question, est-ce que ça va me faire du bien ou ça va encore plus me fatiguer? Par exemple, il faut que je pense à ce que j'ai le lendemain. J'ai quoi comme activité, comme rendez-vous, comme travail? Donc, mais tu vois, ça me demande de m'arrêter puis d'y réfléchir. Alors qu'avant, je me serais posé aucune question, je l'aurais fait puis j'en aurais subi les conséquences après. Mais donc, mon conseil, c'est de faire les choses plus simplement puis de se mettre moins de pression. En fait, je m'entends, ça semble tellement cliché puis évident hein, de se dire ça. Mm. Mais quand le besoin est là, le fait de le faire pour de vrai, ça m'aide beaucoup. Puis je me rends compte aussi que souvent j'ai de la difficulté à respirer. Bon, est-ce que c'est de par justement mon handicap, par l'énergie que je mets, peu importe, le stress aussi. Je sais que je suis stressée, mais au final, j'aimerais ne pas l'être, mais tout ça, ça reste dans la tête. Mm-hmm. J'ai l'impression quand même, donc je me dis d'apprendre à respirer. Moi, ce que je fais, c'est j'essaie justement d'inspirer puis d'expirer, de prendre le temps. C'est pas tout le temps facile, mais il y a quelque part où oui, on a le besoin de connecter avec le moment présent, mais de prendre du temps pour soi. Et ça passe aussi par moi, je trouve ça tellement important, la communication. Il y a quelques années, j'ai fait une formation pour être thérapeute en relation d'aide. Et j'ai appris tellement de choses sur c'est important de se dire les choses à soi-même, mais en couple avec la personne avec qui on vit et même avec les enfants, encore une fois, c'est de le dire. Tu sais, j'aimerais, mais je suis trop fatiguée. Par contre, on peut faire ça, on peut refaire tu vois une belle activité ensemble, mais plus tranquille, plus relax. Puis de le dire à mon chéri aussi que bon voilà, tu sais, pour moi, juste le fait qu'il sache mes besoins, toujours en lien avec quand tu dis mon handicap. Évidemment, je me définis pas par mon handicap, mais il est tellement présent qui fait partie de moi aussi. Donc, pour moi, tu vois, c'est une chose très rassurante que les gens qui sont proches et les personnes importantes autour de moi, qu'elles soient conscientes que mon énergie va baisser rapidement, puis que sur des petits gestes du quotidien, tu sais, je suis très, encore une fois, exemple simple, mais juste de vider, mettons, les vêtements dans la sécheuse. Pour moi, de le faire à une main, je vais devoir le vider en 3 fois. Tandis que si je demande à mon homme ou aux enfants, ben eux, ça leur fait plaisir de m'aider. Puis juste ça m'aide un peu. Donc, au final, c'est dans les petites choses simples que je trouve qu'il faut qu'on aille chercher ce qui nous fait du bien. Puis oui, voilà, c'est aussi simple que ça. Mm-hmm. C'est ça. Des fois, c'est ça, on se dit c'est cliché, on entend ça tout le temps. Ou c'est tellement simple, mais il y a une raison pourquoi c'est cliché puis qu'on entend ça tout le temps. Mais oui. Pourquoi c'est si simple. Parce que c'est ça, juste de s'arrêter, même si c'est une fois par jour au début, puis de se questionner comment je vais aujourd'hui? Comment va mon énergie? Ouais. Juste de faire ça. Et là, tu peux savoir, OK, je suis vraiment, bon, j'ai des douleurs, j'ai pas d'énergie, justement, mais qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux communiquer un besoin ou un ressenti? Est-ce que je peux regarder mon horaire du lendemain et voir comment je peux ajuster peut-être les demandes? Ouais. Mais ça demande cette première prise de conscience-là, cette première pause pour se poser la question. Parce que quand on est sur le pilote automatique, go, 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 tout le temps, on est habitué d'opérer à une certaine vitesse avec un certain investissement au niveau du temps, de l'effort, de l'engagement, surtout quand on est passionné, surtout quand on a plein de responsabilités. Et là, comme tu dis, qu'est-ce qui arrive? Bien, on se sent coupable. Hein? On se sent mal, on se sent coupable, on se sent mal de prendre du temps pour soi, mais ça devient contre-bénéfique. Parce que si tu vides ta tank d'énergie, tu vides, à un moment donné, t'es KO, puis t'en as plus d'énergie, non seulement pour une après-midi, mais pour une semaine, 1 mois, 2 mois. Et là, c'est ça, burn-out, surentraînement, papier du médecin, arrêt de travail, c'est des conséquences beaucoup plus négatives, malheureusement, que si on avait pris le temps à chaque semaine ou dans un mondial à chaque jour, de se reposer ou de juste de se poser la question. Tu sais, donc, c'est vraiment des bons rappels, je trouve, qu'on fait aujourd'hui. Là. Mais c'est pas facile à faire, mais comme je dis, je pense que la première prise de conscience est super importante. Là, puis la communication, comme tu dis, puis aussi, des fois, on veut pas avoir de l'air de déplaire, on veut pas avoir de l'air d'être moins forte qu'on l'est vraiment. Des fois, on voit, en tout cas, moi, certainement, je voyais avant la vulnérabilité comme quelque chose de faible. Parce que je me disais, Claudia est toujours forte, tout le monde peut se fier sur elle. J'ai ma to-do list, puis c'est sûr que je vais l'accomplir. Dans le gym, j'ai mes objectifs sportifs. Et de me montrer, ah non, ça me tente pas aujourd'hui, je suis fatiguée, puis je veux pas m'entraîner. Ou bref, j'ai besoin d'une journée ou 2 de repos. Mais moi, je vais dire ça comme, ah non, je suis faible. Fait que de changer notre perception de tout ça. Et c'est pour ça que des conversations comme ça, c'est tellement important. Mais ça peut nous aider à enlever cette pression-là sur les épaules. Complètement. Parce que, comme tu dis, le jugement,
Juger, c'est quelque chose qui est naturel, qui est humain. On le fait, voilà, de façon très naturelle. Des fois, souvent, sans rendre compte. Mais ouais, puis se juger soi-même, ben aussi. Mais c'est ça, je suis plus dans un état d'esprit où j'ai envie de peut-être juste ralentir un peu, mais pour aller chercher justement plus de la qualité, puis plus de sérénité, sans pour autant, comme tu dis, être moins discipliné, être moins à nos affaires, puis moins vivre nos passions. Mais oui, c'est un peu, je me sens mieux en tout cas dans cet état d'esprit et ce rythme-là. Mm-hmm. Puis c'est beaucoup, je sais pas si t'es familière avec le concept d'énergie féminine versus énergie masculine, qui a pas vraiment rapport au genre, hein, c'est vraiment un type d'énergie. J'avais Sarah qui était sur le podcast à l'épisode 4, on avait parlé de ça en détail si jamais ça vous intéresse, mais de ralentir, d'être dans un flow, de prendre du temps pour soi, c'est dans l'énergie féminine. Et la femme qui est toujours dans son énergie masculine, et la longue to-do list, achieve, les projets, la passion très linéaire, très cartésien, très type A personality, ben quand on est trop là-dedans, c'est là que justement on s'oublie, on est moins aligné, on est moins heureuse, on est plus fatigué, puis ça peut mener, comme je dis, à des choses plus néfastes peut-être pour la santé. Fait que c'est de voir qu'on est capable d'être, quand il faut, oui, en ligne avec nos passions, nos objectifs disciplinés, comme tu dis, mais de temps en temps, de replonger dans notre énergie féminine, ben l'équilibre entre les deux va nous faire avancer plus vite. Tu sais, moi, je me disais, non, il faut que je reste dans mon énergie masculine pour accomplir tout ce que j'ai accompli. Mais gardons ça, quand je suis en nature, quand je prends du temps pour moi, quand je me repose, quand j'exprime ma vulnérabilité, ma vie va mieux. J'ai plus d'impact dans ma business. Mon chiffre d'affaires augmente. Je me sens plus calme, plus d'énergie. Funny how that works, tu sais. Mais oui, j'adore cette notion d'énergie féminine et masculine. Puis je te dirais, dans mes mots à moi ou dans mes images, de par mon expérience de vie, pour moi, le mot équilibre, c'est un mot-clé vraiment. Puis c'est un jeu de mots aussi pour moi parce que mon équilibre, ben, je le cherche tous les jours dans ma vie, mais je le cherche techniquement parce que j'ai juste une jambe. Ouais. Donc, pour moi, de jouer avec cet équilibre, ben, ça nous prouve à quel point notre corps est quand même tellement puissant. En tout cas, moi, je trouve que c'est important de l'honorer parce que moi, quand je vois comment le mien me sert ou comment le mien me suit ou peu importe, là, c'est incroyable parce que l'équilibre, toi, moi, quand je suis sur une jambe et que je porte pas ma prothèse, ben, j'ai développé une force quand même dans ma jambe qui me permet de rester debout sur une jambe. On arrive à compenser, mais que ce soit physique ou mental dans la tête, on sait qu'on peut aller puiser dans ses forces et ses capacités qu'on a tous. Mm-hmm. Et après, l'image que j'adore, ben oui, trouver mon équilibre aussi, ben c'est la façon, moi, le matin, de mettre ma prothèse et là, de trouver mon équilibre et de me sentir plus ancrée. Je trouve que c'est une belle image et il y a une belle réflexion à avoir derrière tout ça. Puis une blague que j'aime bien faire, c'est un des avantages pour moi avoir une seule jambe, ben sachant que j'ai la jambe droite, je me lève toujours du bon pied. C'est ça, exactement. Voilà. Donc au final, c'est une des choses que j'admire le plus de chez toi, c'est que tu as toujours eu le réflexe, j'imagine, ou l'intuition, ou bref, c'est ce que tu transmets, de toujours voir le bon côté des choses, c'est toujours voir le positif. Et je pense que surtout, bon, cette conversation va sortir au printemps 2021. Fait que si vous l'écoutez dans les mêmes horizons, vous savez que depuis un peu plus qu'un an, on est dans une situation assez particulière au niveau international et c'est facile de rester dans « Ah, le négatif, pourquoi ça nous arrive? On a hâte d'en ressortir, c'est épouvantable. » Et oui, malheureusement, il y a beaucoup de dommages collatéraux de cette situation-là qui sont pas géniales. Par contre, j'aime toujours dire, et comme je te dis, c'est une chose que j'admire de toi, il y a toujours un petit côté positif, il y a toujours une leçon à apprendre, il y a toujours une espèce d'apprentissage, d'évolution qu'on peut aller retirer de même les circonstances les plus souvent après ma barre négatives ou les pires qu'on pense qu'on pourrait vivre, tu sais. Dans ton cas, tu as tellement d'exemples parce que justement, tu aurais pu facilement faire comme « Ah, justement, c'est pas juste... » Il manque un bras, une jambe, donc je suis vouée à une vie qui est ni inspirante, je peux pas atteindre mes objectifs, je peux pas faire de sport, je peux pas avoir de famille. Fait que souvent, malheureusement, quand on est dans un mindset négatif, on voit les solutions négatives. Puis ben oui.
on se fie là-dessus, puis on accepte ça. Est-ce que tu penses que tu as toujours été comme ça ou c'est justement avec les leçons de tes parents, ce que tu as appris en tant qu'enfant, adolescente et même encore en tant qu'adulte, comme on vient de jaser, qui t'ont aidé à développer un mindset comme ça? Et encore une fois, des petits conseils pour les gens qui sont souvent dans un mindset négatif pour se pratiquer et développer le muscle du mindset positif parce que c'est très possible de développer ce muscle-là. J'adore la façon dont tu le dis parce que disant que c'est un muscle que tu peux entraîner ou développer, ben à partir de ça, tout est possible. Ça veut dire qu'il est là, il est quelque part en soi. Ben il faut juste aller le chercher puis travailler dessus. Je pense que j'ai certainement, cette personnalité, ce tempérament et ce caractère, mais je pense aussi que c'est beaucoup, ben justement, mon expérience de vie. On dirait que j'ai pas eu le choix depuis que je suis jeune. Toutes les situations auxquelles j'ai fait face, c'est ce qui a forgé mon caractère. Et j'avais pas le choix, en fait. Pour moi, c'était tellement clair. J'avais pas le choix de me rendre compte que, parce que, comme tu dis, j'en ai eu des occasions de me casser la gueule ou de pas réussir à faire quelque chose pour la première fois. Mais c'était à force de me pratiquer, de bûcher vraiment. Donc, quand on dit, tu sais, ça a développé mon caractère, mon caractère fort, mon caractère ma tête de chien, j'ai envie de dire tête de cochon. Mais c'est bon, en fait, parce que je pense que c'est important de travailler puis de pas réussir toutes les choses pour la première fois. Sinon, je veux dire, pour moi, c'est pas intéressant d'avoir tout pour acquis. Tout facile, c'est encore une fois, c'est à travers le travail et les efforts et la patience et les échecs qu'on apprend, qu'on est plus conscient, en fait, de ce qu'on a réellement à l'intérieur de nous. Donc, déjà jeune, je l'ai appris. Comme tu dis, quand on est enfant, là, notre but, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? C'est d'avoir du plaisir, c'est de s'amuser. Ben, pour moi, par exemple, un des premiers enjeux que les gens auxquels pensent, c'était, est-ce qu'elle va se faire des amis? Ben, je le voyais très bien. À l'école, les jeunes, ils étaient pas habitués à voir une fille qui est handicapée. Donc, je sais que pour beaucoup, j'ai été la première personne handicapée qu'ils ont connue ou fréquentée. Donc, je sais que j'ai quelque part un rôle à jouer à ce niveau-là. Et après, les gens en font ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, je sais très bien que, à travers le regard qu'une personne pose sur moi, que ce soit positif ou négatif, il y a une part qui leur appartient, évidemment, dans leur réaction. Soit je vais aller susciter chez eux la pitié, quelque chose de souffrant, parce que eux, je sais pas, dans leur propre vie ou quelqu'un dans leur famille ou un proche a vécu quelque chose, puis c'est quelque chose qui est dramatique, je sais pas. Mais d'autres vont me regarder, puis il va y avoir de la compassion, il va y avoir une complicité, la curiosité, bien sûr la curiosité. Puis c'est ça que je trouve beau, c'est à travers le contact avec les autres, il peut y avoir toujours une belle discussion qui en découle. Puis ça m'est arrivé tellement souvent de parler avec des inconnus qui me croisaient à l'épicerie, au métro, quand je prenais l'autobus, dans toutes les activités que je faisais. Puis pour moi, ça, c'est une richesse. Et comme tu dis, oui, je le dégage, je pense de façon inconsciente, parce que souvent les gens me sourient, puis je pense que souvent j'ai déjà un sourire dans le visage, mais je m'en rends même pas compte, parce que c'est mon état d'esprit, c'est comme ça que je me sens. Mais oui, c'est sûr qu'un sourire, c'est attirant, ça donne envie de répondre quand quelqu'un nous sourit, c'est naturel. Et c'est pour ça un peu quand tu me demandes le conseil, quel conseil je donnerais aux personnes, encore une fois, d'arrêter d'être dur avec elles-mêmes. Puis c'est la pratique, c'est la patience. Je me souviens, par exemple, des fois, juste, je voulais ouvrir un pot, par exemple, j'aime les olives. Pour ouvrir les pots d'olives, des fois, je me retrouve quand j'étais toute seule chez moi à la maison ou avant, je devais forcer. Donc là, j'apprenais OK, le pot, j'essaie de le tenir dans mon cou pour forcer, pour l'ouvrir. Après, j'essaie de le mettre entre mes jambes, ça glisse, ça fonctionne pas. Donc, il m'est arrivé plein de fois où je me suis battue avec les objets ou les choses que j'avais. Puis je me souviens d'une fois où ce fameux pot d'olive, une fois que j'ai réussi à l'ouvrir, il est tombé par terre, puis il y a tout qui s'est mis à couler partout. Puis j'avais tellement travaillé fort juste pour réussir à l'ouvrir, j'avais hâte de les manger, les olives. Mais oui, mais là, elles se retrouvent toutes par terre. Puis je me souviens que ma réaction, ça a été, j'étais tannée, j'étais épuisée, mais de voir tout ça par terre, je me suis mise à rire parce que c'est comme, oui, c'était une des choses qui pouvaient arriver, tu sais, dans ce genre de situation-là. Mais tu vois, encore une fois, c'est devant l'échec, entre guillemets, il faut apprendre à en rire aussi parce que, regarde, c'est pas la fin du monde. J'ai forcé, je les ai pas, mes olives, au final.
Mais bon, c'est quoi? C'est pas grave, tu sais. Fait que ça, c'est un exemple très simple. Après, il y a des choses plus grandes dans la vie où, par exemple, j'ai dû me faire opérer pour en fait, moi, là, mon bras gauche, donc c'est vraiment juste une épaule, mais ma jambe, j'ai une petite partie c'est comme si du genou au pied, moi, ça commence à partir de la hanche, hein, dès en haut, ben, j'ai une petite portion, donc, et au bout de cette petite jambe-là, j'ai un petit pied avec seulement 4 orteils. Mm. Et je me suis fait opérer à mes 18 ans pour améliorer ma posture parce que ben je boitais puis je penchais beaucoup, donc ça me créait énormément de douleurs au dos. Donc bref, ça a été quand même une grosse opération et pour moi j'ai dû réapprendre à marcher. C'est fait, wow, encore une fois À 18 réapprendre à ans! marcher. Ouais, c'est ça, avec une prothèse, avec une plaie, avec là j'ai une plaque de métal. Bon, allez, un autre défi. Mais tu vois, je savais, j'en ai déjà vécu avant, donc je savais de quoi j'étais capable. Oui, il y avait la douleur physique, la réadaptation, la convalescence, tout ça. Mais pour moi, je me souviens très bien du premier jour où parce que là, j'étais au cégep, quand je suis retournée au cégep, et non pas en chaise roulante, mais debout, encore une fois, avec ma prothèse, je marchais beaucoup moins bien, je marchais moins vite, mais j'étais tellement fière de me tenir sur mes deux jambes. Je suis rentrée dans mon premier cours, la première classe, puis j'avais le sourire, cette fierté de m'être battue et de m'être relevée. Donc, je me dis, c'est à nous d'aller voir dans notre parcours de vie, dans notre passé, les choses qu'on a vécues, puis de voir un peu, tu sais, des fois, on se rend pas compte des exploits qu'on fait, puis des fois, c'est des choses très simples, mais il faut savoir en retirer du bon. Donc, moi j'avoue que je m'appuie beaucoup sur ces choses-là. Je sais que j'ai tellement fait. Donc, ouais, ça donne une confiance en soi, une estime de soi, parce qu'on n'est pas un inconnu, là, propre à nous-mêmes. Il faut pas oublier ces choses-là. Mhm. Ouais, encore une fois, tellement de bons points. Puis je pense qu'on est dans une société qui a de plus en plus peur d'échouer. Ah Parce oui. que, bon, tout est sur les réseaux sociaux, on est beaucoup dans la comparaison, on est dans la performance, et on parlait tantôt que des fois, voir la vulnérabilité comme quelque chose de faible, mais parfois, on voit aussi qu'échouer, oh mon Dieu, il faut certainement pas que les autres sachent que j'ai échoué, j'ai eu un échec ou que j'ai pas réussi telle chose. Mais au contraire, c'est dans l'échec qu'on a la leçon, c'est dans l'échec qu'on se montre que, ah, j'étais vraiment proche, la prochaine fois, je vais ajuster et là, je vais y arriver. C'est Et ça. quand tu persistes et que tu as cette résilience-là et cette persévérance-là, c'est que tu arrives à faire des choses que tu ne croyais pas que tu étais capable de faire. Et ça devient une espèce de momentum ou un cercle, pas un cercle vicieux, un cercle inspirant plutôt que ah, j'ai atteint ça, j'ai réussi avec beaucoup d'efforts. Ben, quoi d'autre maintenant est-ce que je peux accomplir? Je donne souvent l'exemple, je racontais mes histoires de voyage à des patineuses que j'ai coachées. Puis, il y a une de mes patineuses, elle dit, ah, t'es allée en Australie, il y a des grosses araignées en Australie. Elle dit, moi, j'aurais jamais été capable de gérer si j'avais un araignée, par exemple, dans ma chambre à l'auberge de jeunesse. Parce que je leur racontais que j'étais rentrée dans mon auberge puis qu'il y avait une grosse araignée sur le mur. Et là, elle me dit, j'aurais capoté, j'aurais paniqué, j'aurais jamais été capable de gérer. Et là, je lui ai dit, ouais, mais t'as pas le choix. Fait que ça revient à ce que tu disais tantôt, t'avais pas le choix. Je veux dire, Non, t'es face à face, là, t'es t'es face à devant, donc face. tu fais quoi? Exactement. T'as pas d'aide, ta mère est pas là, il y a pas personne qui va venir débarrasser l'araignée. Donc, tu le fais, même si tu as peur, même si tu penses que t'es pas capable. Et là, une fois que tu le fais, tu fais comme, ah, jamais dans ma vie, j'aurais pu penser être capable de faire face à une araignée parce que dans ma tête, c'était tellement une méga peur. Mais j'ai réussi. Ah, y a-tu d'autres limites dans ma vie que je suis capable de Ouais. repousser? Y a-tu d'autres challenges que j'ose même pas prendre ou entreprendre parce que j'ai peur d'échouer? Fait qu'encore une fois, l'exemple du pot d'olive, l'exemple des araignées, c'est des petits exemples banals, mais le point est le même pour même nos gros échecs. Et Oui. il y a jamais vraiment d'échecs, c'est surtout des apprentissages, des leçons. Fait que je trouve ça super pertinent qu'on Ah, jase de je suis tellement d'accord avec toi, Claudia. C'est comme quoi, au final, tout est une question d'attitude. Comme tu dis, quand tu te retrouves face à la situation qui te cause un problème ou une difficulté ou une peur, ben ouais, c'est là ce qu'on attend de voir ou de savoir, c'est ben qu'est-ce que tu vas faire? ça. Et il y a plein d'options, mais les options sont dans notre tête. Fait que là, ce qui est intéressant, c'est de voir ben chacune, qu'est-ce qu'on va décider de faire, qu'est-ce qu'on va aller chercher en nous pour faire face à cette situation. Mais voilà, comme tu dis, on apprend que quand on décide d'aller de l'avant puis de foncer, voilà, tout ce qui peut en sortir, c'est que du positif parce qu'on apprend. Moi aussi, c'est ce que j'aime bien, c'est chaque échec
qui va nous amener vers la réussite ou vers la victoire. C'est encore une fois ce que j'ai appris d'ailleurs dans mon parcours d'athlète paralympique. J'ai fait de l'escrime pendant à peu près 3 ans. C'est trop court, vous me direz. Mais bon, j'ai dû arrêter pour plein de raisons, mais aujourd'hui, c'est sûr que ça me manque énormément parce que ça a été une magnifique expérience pour moi. Mais c'est la même chose. Le sport, comme tu dis, de bouger, c'est quelque chose qui est vital pour moi, qui est important. On apprend tellement de choses sur soi-même, encore une fois. Puis c'est ça, tu perds des combats, t'en perds. Mais ce qui est merveilleux, c'est que chaque fois que t'en perds, ben t'as un challenge parce que tu dis mais qu'est-ce que je fais de mal ou qu'est-ce que j'ai pas fait ou qu'est-ce que j'ai pas compris. Donc on a toujours quelque chose à découvrir, à travailler, à peaufiner pour réussir à se rendre jusqu'à la victoire. Moi ça s'est traduit par après ces 3 ans-là, ben j'ai gagné la médaille d'or au championnat des Amériques en 2018. Ben voilà, c'est encore une autre fierté pour moi. Mais en même temps, ça découle de tout ce que j'ai vécu avant dans ma vie. Mais j'ai dû me battre, puis c'est le cas de le dire, hein, encore une fois, dans les deux sens du terme. J'ai travaillé fort aussi pour ça parce que c'est quand même physique, encore une fois, d'être un athlète, c'est une chose. Athlète paralympique, j'ai quand même un handicap aussi qui est présent à chaque jour. Donc, puis les gens souvent vont me dire ah mais t'es bonne, comment il dit, je sais pas si j'aurais été capable de faire autant que toi. Mais c'est fou à quel point c'est quand t'as les 2 pieds dedans, ou en tout cas un pied, si t'en as pas 2. C'est ça. Mais c'est quand tu vis la chose que tu te rends compte que t'en es capable, puis de le vivre au jour le jour. Tu sais, c'est tout pour moi et de la pratique et de la patience. Mais il faut. C'est ce que mes parents m'ont dit aussi quand je suis née. Tous les gens, ben c'est ça, hein, quand on parle du regard des autres et de ce que les autres peuvent nous transmettre. Beaucoup de gens ont passé des commentaires genre ben justement la pitié ou de vouloir me surprotéger. Comment elle va faire? Est-ce qu'elle va se faire des amis? Est-ce qu'elle va pouvoir conduire? Est-ce qu'elle va pouvoir avoir une vie amoureuse, des enfants? Puis là, waouh, les peurs partent puis ça arrête plus. Puis beaucoup de personnes ont dit à mes parents, je pense qu'on n'aurait pas su faire aussi bien que vous avez fait avec elle. Mais mes parents, c'est ça, ils disent tout simplement. Mais quand elle est là devant nous, puis qu'on voit, parce qu'ils sentaient que j'avais aussi une volonté. Ben, on sent qu'elle veut. On a juste été là pour lui donner une petite tape dans le dos. Ils ont toujours été à côté de moi, mais ils m'ont laissé faire toutes mes expériences. Ben, ils se disent, c'est au jour le jour, ça leur servait à rien de s'inquiéter pour qu'est-ce qu'elle va faire demain, après-demain, dans un mois, dans un an, et etc. Quand à chaque jour, ils voyaient chaque fois un progrès et la volonté, ben, c'est ça au final. Je pense quand on se projette trop, il y a trop de choses qui se bousculent, puis là, on n'est plus dans le moment présent, c'est de l'inconnu, on n'a aucun pouvoir là-dessus. Donc, tu sais, toute notre discussion, j'ai l'impression, tourne beaucoup autour de apprendre à trouver notre équilibre, à respirer, puis à faire ce qu'on aime, à faire ce qu'on veut, entourer des personnes qu'on aime. Ben là, mon Dieu, c'est merveilleux. Ouais, il y a plus de limite. Après, la vie est belle. On a été salués. Puis t'as mentionné le mot attitude, qui est tellement, tellement important. Quand j'étais très jeune en patin, j'avais vraiment une mauvaise attitude. Ma mère dit toujours que j'ai passé ma crise d'ado quand j'avais 7-8 ans sur la glace. Je tombais un saut, j'étais fâchée après moi, j'étais pas de bonne humeur parce que j'étais tellement perfectionniste. Puis, il y avait une coach qui m'avait donné une citation. J'adore les quotes, j'adore les citations. Et je m'en suis toujours souvenue, c'était « Notre attitude plus que nos aptitudes va déterminer le degré de ton altitude. » Donc, tu peux pas avoir toutes les ressources, les talents, les gens autour de toi qui veulent donc ton bien. Si ton attitude ne suit pas ça, ben ton altitude, tes objectifs, tes passions, ce que tu vas accomplir, ça sera pas aussi haut puis aussi awesome que si tu as l'attitude qui vient avec. Et une chose que j'aime dire, c'est, puis je dis ça à mon coach en business, Joe, à toutes les semaines, il dit, parce qu'on fait un check-in, puis il y a toujours une question, comment était ton attitude cette semaine, tu sais? Puis moi, je dis toujours, peu importe comment je me sens, mon attitude est toujours positive and it's always great. Parce qu'on n'est certainement pas en train de dire que tu n'as pas le droit des fois d'être fâché, d'avoir de la peine, d'avoir des émotions peut-être désagréables, d'avoir des peurs, d'avoir des craintes, de se sentir coupable. Mais même dans ces émotions-là peut-être moins agréables, si ton attitude est toujours ouverte d'esprit,
positive, qu'on cherche à aller trouver la leçon justement derrière ça, ben tu sors de ces émotions négatives-là plus rapidement et comme je te dis, ton feeling, how you feel, c'est pas obligé de dicter ton attitude non plus. Ouais. Fait que j'aime bien faire la différence entre ces deux choses-là parce que je crois que c'est utopique de penser qu'on peut toujours être 100% de bonne humeur, puis tout va bien, puis on n'a pas d'obstacles, puis pas de défis. Au contraire, mais c'est avec quelle attitude tu vas approcher ces moments-là, un peu comme ce qu'on vit dans la dernière année. Tu sais, avec quelle attitude tu vas approcher les défis, les challenges, les choses sur lesquelles tu n'as pas le contrôle, la compétition en sport, l'espèce de meeting important dans ta business, une conversation importante avec ton conjoint. Ben oui, tu peux avoir différents feelings, mais si ton attitude est bonne et positive, ben il n'y a rien d'impossible. Très vrai. Je suis complètement d'accord. Ouais. Tu as parlé de ta carrière hein, dans le sport de l'escrime. C'est quoi la plus grande leçon que ce sport-là t'a apprise? Oh, il y en a quand même beaucoup. Il y en a beaucoup. Si je prends le temps d'y réfléchir, bon, c'est sûr que c'est un peu comme ce que j'ai dit tout à l'heure, que c'est chaque défaite qui finit par mener à la victoire. Mm-hmm. C'est ce que je suis forcée de constater de mon parcours. Moi, ce qui vient me chercher dans ce que j'ai appris, en tout cas de l'escrime, c'est que c'est un sport de combat. Et j'avoue que ça me parle parce que oui, je me dis que toute ma vie, ben j'ai appris à me battre, hein, puis pas dans un sens péjoratif là, au contraire. Mais ce que j'aimais voir, c'est que puis de ce que j'ai vécu, c'est vraiment que c'est ça, c'est de croire en ce qu'on a à l'intérieur parce que c'est quand même quelque chose de se battre contre une autre personne. Dans mon cas, en plus, c'est ça, je fais beaucoup de parallèle avec justement la vie, hein, la vie normale, d'être en confrontation avec une autre personne puis de voir qu'est-ce que la personne va choisir comme stratégie pour atteindre la cible. Donc, t'as un objectif, t'as un but, qu'est-ce que tu fais pour l'atteindre? En fait, c'est très simple, c'est une notion que justement mes collègues d'entraînement me répétaient. C'était avant de faire une attaque, tu sais, on a toujours l'arbitre qui va dire en garde, prêt, aller. Et au moment où il dit aller, ben t'es supposé dans ta tête de déjà avoir une idée de l'action que tu vas choisir de faire. Donc, est-ce que je vais à l'offensive, est-ce que je vais à la défensive? Juste ça, c'est une action qu'il faut savoir quoi faire parce que ton corps il va répondre en fonction de est-ce que je vais par l'avant ou je vais derrière puis je me protège. Mais juste ça dans la vie de tous les jours, c'est un peu la même chose, c'est comme une danse en fait parce que oui, je le vois comme une danse aussi le combat en escrime. C'est justement dans les prises de décision, les choix qu'on doit faire dans la vie, il y a des moments où quand je dois aller attaquer, est-ce que j'ai complètement confiance en moi puis je vais être capable d'aller faire ce que je veux mais à 100%? Tu sais, comme peu importe ce qui va se passer, ou au moment où de le faire, je sens en moi que je me rétracte puis j'ai peur parce que mince, j'ai pas confiance en moi ou je vois que j'ai mal commencé. Mais tu vois les parallèles à faire dans la vie de tous les jours. C'est ça que ça m'apprend en fait, c'est d'apprendre à savoir ce qu'on veut faire puis d'accepter qu'on aille à l'offensive ou la défensive, mais de le faire à 110%. Mon entraîneur, mes collègues, ils me disaient tous quand tu as ton idée en tête, Camille, tu fonces et tu y vas à 110%, quitte à mourir avec ton choix, ton attaque. Mais c'est ça, c'est d'y aller à 100%. Et encore une fois, si tu te casses la gueule puis que ça n'a pas fonctionné, ben relève-toi parce que t'as toujours une autre chance après de recommencer. Ouais, c'est beaucoup de belles analogies et une image que j'ai gardée aussi en tête qui est magnifique. C'est toujours trouver, quand on dit, entre l'équilibre, entre la vulnérabilité et la force. C'est une force douce et tranquille, quelque chose de puissant et de doux à la fois. J'aime bien un peu ce mélange d'énergie-là. C'est les images quand j'allais en compétition. J'ai tellement adoré faire les compétitions, de voyager un peu partout. Mais c'est quand tu arrives sur place et que tous les athlètes, des personnes qui viennent justement de partout à travers le monde, on se retrouve à un seul et même endroit pour se battre. Et l'image magnifique parce que quand on se bat, on doit pas se battre avec nos prothèses. Donc tout le monde enlève ses prothèses, que ce soit bras, jambes, peu importe. Mais j'avoue qu'il y a beaucoup de jambes qui s'enlevaient parce qu'on était beaucoup à avoir des prothèses de jambes. Donc de voir les jambes qui traînaient partout, tu sais, c'est comme c'était une partie de nous qu'on devait laisser à côté de la piste, mais on la laisse là pour aller se battre. Donc tu sais, cette image
on met notre handicap, notre différence à nu, mais pour aller se transformer en guerrier puis aller essayer de gagner notre combat. Ah, wow, moi, je trouve que c'est quand même fort, c'est quand même beau parce que c'est pas la peur d'être vu ou de montrer, justement, mon petit pied avec 4 orteils qui, honnêtement, est pas franchement beau. Tu sais, je veux dire, c'est pas quelque chose qui est beau nécessairement, mais on s'en fout tellement, c'est pas ça. Donc, de mettre de côté les artifices, de mettre de côté justement la peur du regard des autres. Hein. Quand tu dis on se compare beaucoup, puis les complexes, ça c'est quelque chose, tu sais, le rapport à notre corps et à s'accepter comme on est, avec nos complexes et tout ça, hein, parce que je pense qu'on a tous un petit quelque chose ou un gros quelque chose qu'on aime moins. Ben, je veux dire, je vois tellement de gens se cacher, donc c'est ça que je trouve beau aussi, c'est d'oser aller au combat, aller puis quitte, tu dis, on perd pas tous les combats qu'on fait. Mais c'est pas grave, d'aller jusqu'au bout, d'oser se rendre jusque-là avec nos forces et nos faiblesses ou nos difficultés. Voilà, c'est tout ça que ça m'apprend. Fait que finalement, je pense qu'on est tous on peut tous être des combattants. Et le muscle dont tu parlais tout à l'heure, hein, que voilà, il peut se développer. Ben c'est ça, on peut tous le faire, mais il faut juste choisir de le faire. C'est une question de choix et d'attitude, comme on a dit. Oui, vraiment. Il y a beaucoup d'analogies qu'on peut faire justement avec les habitudes de santé, l'entraînement, les décisions qu'on prend au quotidien et la vie. Tu sais, d'avoir une discipline, puis pas besoin d'être une athlète paralympique pour comprendre que de choisir, de prendre la décision de faire ton entraînement de façon régulière. Même si toi, ton entraînement, c'est une marche rapide 3 fois par semaine, ben tu deviens cette personne-là qui prend la décision, qui va au combat avec sa décision, encore une fois, de bouger, de faire son sport, de faire son activité physique pour te ramener la victoire, qui à ce moment-là est peut-être pas une médaille d'or, mais juste de te sentir mieux dans ta peau, de travailler avec ta confiance en toi et tout ça. Fait que c'est vraiment les analogies, je dis tout le temps, la discipline que l'entraînement t'apprend, être hors de ta zone de confort, parce que des fois, on fait des squats ou des push-ups ou des combats, puis on a mal, puis c'est pas agréable, mais c'est dans cet effort-là qu'on devient plus endurante, plus forte et tout ça. La constance aussi, tu sais, comme on a dit, l'attitude, être constante, d'en prendre des décisions à tous les jours qui vont faire en sorte qu'on est en équilibre. Ben oui, effectivement, l'entraînement, le sport, je trouve que ça a des super beaux rapprochements qu'on peut faire, là, vraiment. Oui, c'est infini. Oui, vraiment. Puis tu as parlé d'un mot que je travaille beaucoup avec mes clientes, que moi, j'ai travaillé beaucoup sur moi dans les dernières années, la confiance. Hein? La confiance en soi, l'estime de soi. J'ai eu des troubles alimentaires dans ma début vingtaine, je m'en suis jamais cachée. Je m'en suis cachée sur le coup, mais je veux dire, après, j'ai toujours bien partagé mon histoire. Je travaille avec beaucoup de femmes qui, justement, veulent perdre du poids, veulent avoir des cuisses plus minces, veulent changer quelque chose au niveau de leur apparence parce qu'il n'y a pas cette estime de soi-là qui vient avec. Pour toutes sortes de raisons, hein, les choses qu'on voit dans les réseaux sociaux, les publicités, on se fait dire à tour de bras qu'on n'est pas assez grande, pas assez mince, les cheveux trop raides, les cheveux trop frisés. Ouais. Bref, c'est difficile de s'accepter en tant que femme, de pas se comparer, d'être bien dans sa peau. Et j'ai absolument rien contre vouloir perdre du poids ou vouloir avoir, je sais pas, des extensions de cils. Tu peux vouloir améliorer certaines choses de ton apparence physique pour toi, parce que toi, tu le veux, mais je pense qu'à la base, dans son cœur, il faut s'aimer, il faut s'accepter avec le fait qu'on est unique, bref, puis qu'il n'y en a pas deux pareils comme nous, mais c'est difficile en tant que femme. Tu as effectivement, t'es une très belle femme, je veux dire, c'est sûr, mais est-ce que le fait, justement, d'avoir, un bras, une jambe en moins, comment et est-ce que ça a affecté ton estime de soi? Est-ce que tu trouves que ça l'a amplifié peut-être certaines incertitudes ou manque de confiance que chaque femme vit? Puis comment tu as pu naviguer avec ça? J'imagine que tu navigues peut-être encore avec ça aujourd'hui, mais où est-ce que tu en es là, dans ce cheminement-là de l'estime de soi en tant que femme? Je trouve que c'est tellement important. Tu sais, tu m'en parles, puis j'en ai des frissons autant de bien-être parce que je suis bien avec mon corps, je me suis acceptée très rapidement, mais des frissons en même temps je sais qu'il y en a tellement qui le sont pas, autant hommes que femmes, peu importe. C'est un sujet qui est pour moi aussi, Claudia, très important parce que où j'en suis. OK, j'essaie de voir, tu sais, parce que non, je m'en suis jamais cachée. J'ai toujours voulu être moi-même. Et pour moi, le fait d'être une femme, j'ai envie de vivre ma féminité. J'ai envie d'être coquette. J'aime ça, justement, me mettre belle, peu importe, me pouponner.
bon, moi, ça se voit, tu sais, c'est apparent. Donc, les gens, oui, vont me remarquer beaucoup plus facilement. Ça, j'en suis complètement consciente. Et je sais que j'ai pas de difficulté avec ça. J'ai pas de difficulté avec le regard des autres. C'est sûr que il y a des moments où, par exemple, pour m'habiller, c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué. C'est pas un gros problème dans ma vie non plus, mais n'empêche que c'est quand même des choses que je dois prendre du temps pour, parce que au niveau de ma prothèse, ben c'est sûr que pour essayer des pantalons ou pour être bien dans des types de tissus, par exemple, il va falloir que je les essaye. Juste pour moi, essayer des vêtements quand je vais magasiner, c'est hyper fatigant. Mais des fois, donc oui, j'ai certains inconforts au niveau de mes vêtements. Mais dernièrement, j'ai trouvé une couturière qui est tout près de chez moi, qui est maintenant mon amie, que j'aime beaucoup. Et tu vois, en tant que femme, dans le fait de se dire d'être bien dans notre peau et dans ce qu'on porte aussi, ben depuis quelque temps, donc moi, je fais modifier mes vêtements. Chose que j'avais jamais faite avant, parce que bon, j'ai arrêté de porter ma prothèse de bras parce que j'en ai porté une toute mon enfance et ben, justement jusqu'à mes 20 ans, parce que j'ai déménagé au Cambodge. Je suis allée vivre là pendant 3 ans, pays que je sais que tu as visité. Donc en tout cas, ça c'est une autre partie de ma vie. Merveilleuse aussi, encore une fois. Mais donc, depuis ce temps-là, je porte plus ma prothèse. Et c'est important pour moi, en tant que femme, comme tu dis, d'être bien dans ma peau. Je dis en tant que femme, mais en tant que personne, point à la ligne, là. Avant, quand je portais des chandails à manches longues, ben, avec la prothèse, il y avait pas de problème parce que, ben, la manche, voilà, elle était sur ma prothèse. Tandis qu'aujourd'hui, quand j'en ai pas, ben, là, vous voyez, j'ai fait adapter, j'ai fait couper, justement, je fais couper mes manches, mais vraiment moulées à la forme de mon épaule. Et juste ça, juste ce détail-là, ça fait que je me sens tellement mieux. Je trouve que c'est important qu'on soit bien. J'ai envie de dire à toutes les personnes qui nous écoutent, s'il vous plaît, trouvez les moyens que vous avez, mais pour être bien dans votre peau, déjà avec vous-même, puis après en parlant avec d'autres personnes, peu importe, il faut pas rester tout seul avec ça, parce que quelque part, j'ai appris en fait à déceler, à voir quand une personne est mal dans sa peau. Je le ressens. On dirait que j'ai comme développé un sixième sens, peu importe. Et ça me fait tellement mal au cœur parce que moi, je suis fière quand je sais que ben, je suis chez moi ou que je sors, peu importe, pour faire l'épicerie ou peu importe quoi, je me cache pas et au contraire, parce que je me rends compte que ben, le fait d'être moi-même, oui, ça attire le regard. Mais je pense, et je suis pas mal certaine que aussi j'attire le regard, pas seulement parce qu'il me manque un brin de jambe, mais parce que je dégage justement quand je dis que j'ai toujours un peu le sourire aux lèvres sans m'en rendre compte, c'est parce que je suis bien dans ma peau et j'ai pas peur que les gens me regardent, peu importe comme on a dit qu'ils me regardent, avec de la pitié ou de la curiosité, avec un sourire ou avec un désolé pauvre toi, c'est pas grave. J'ai un réel contact avec les gens de par ce que je suis réellement. Donc j'ai envie de dire même c'est vital d'apprendre à s'aimer puis d'être bien avec soi-même. Ma prothèse, je sais pas, là je suis assise sur mon sofa, mais ma prothèse là, moi quand je la porte là, c'est comme ça, ok? Donc oui, je porte un jean en ce moment, mais mes pantalons sont toujours montés parce que bon, au niveau du genou, parce que bon, techniquement c'est plus facile, ça aide à ce que ma prothèse plie mieux et je me suis rendu compte que j'aime ce style-là. Ma prothèse fait partie de mon style. Je suis fière de l'avoir. C'est ce qui fait que, ben oui, que je me démarque des autres, bien évidemment. mais je le vois en positif. Tu sais, on va me remarquer de loin. Puis même autant, même ça aide aussi des fois. Les gens justement le fait qu'ils me voient, ben ils vont souvent m'aider, peu importe où je vais quelque part, où il y a une file ou peu importe. Les gens vont être gentils. Puis je le prends ça. J'aime ça moi cette entraide ou cette empathie. Puis tu sais, c'est un peu une situation de débat de là je dévie un peu du sujet, mais non quand même, ça reste que c'est une question d'attitude. Puis quand tu t'assumes, ben il y a des belles choses qui en découlent. Tu sais, le fait que des personnes me laissent passer devant eux parce que là il y a des fils partout maintenant pour aller où on va. Bon ben j'apprécie, puis c'est pas de la pitié pour moi que quelqu'un me dise bah allez passe devant moi, puis parce qu'au final pour moi d'attendre debout, oui c'est fatigant, puis ça fait qu'au bout de ma journée ben si j'ai attendu plus longtemps puis que ouais, qu'on parlait d'énergie tout à l'heure, de la gestion d'énergie, mais pour moi c'est un petit coup de pouce que ces personnes font pour moi et je l'accepte volontiers. Mais tout ça pour dire que voilà, le look et l'attitude, c'est une chose qui est très importante. Puis jeune, j'ai compris que juste dans la démarche et la posture qu'on a aussi, tu sais, je sais que je suis handicapée, mais quand je sors dehors, juste le fait de marcher puis d'avoir tu sais, garder le menton droit, la tête haute,
mais ça dégage quelque chose dans le non-verbal tout de suite. Et même pour soi-même, tu sais, qu'on est chez soi puis qu'on est tout assis, Recroquevillé un peu. exactement. Mais juste le fait de, tu sais, de se remettre droit et tout, il me semble que je sais pas, ça fait du bien, c'est le fun. Mais moi, j'aimerais voir toutes les personnes que je croise à l'extérieur marcher avec cette assurance et cette fierté. En tout cas, on peut en parler pendant tellement longtemps, mais c'est comme un message que je lance à chaque fois que j'en parle. Je demande aux personnes, parce que souvent, je sais quand j'en parle dans mes conférences ou peu importe, hein, avec des personnes, tout le monde a un complexe qui est caché quelque part. Puis c'est correct aussi. Mais il y a un bout de chemin, il y a quelque chose à faire avec ça. C'est hyper important. On est des êtres de relation, puis on se laisse beaucoup avoir par le jugement, la comparaison, et c'est tellement dommage. C'est de la perte de temps, puis c'est de la perte d'amour de soi. fait que ouais, j'espère que le message est passé, mais j'ai envie de dire à tout le monde, s'il vous plaît, aimez-vous tel que vous êtes, ça va faire. C'est une chose en moins à penser pour vous concentrer sur quelque chose d'autre d'important dans votre vie, mais tout le monde est beau, tout le monde est... Ça, tout le monde est unique, tout le monde a ses... Ouais. Ça se reflète dans toutes les autres sphères, tu sais. Juste de marcher droite, la tête haute, confiance en soi, un sourire. Ben, déjà là, ton attitude est des fortes chances d'être plus positive. Déjà là, les peurs qu'on a justement de pas se lancer dans un projet parce qu'on a peur d'échouer, ben la tête haute et confiance, ça se tasse aussi. Tu sais, fait que ça reflète tout et ça fait partie de la beauté. Ce qu'on dégage beaucoup plus que, bon, d'avoir une taille à 32 cm versus 34, tu sais. Pouces, je devrais dire. Mais bref, on comprend le principe. Fait que non, c'est super important. Je pourrais continuer à parler de tout ça pendant des heures, Camille, mais on arrive déjà, ça fait presque déjà 1 heure qu'on se jase. Donc, incroyable. Pour conclure un petit peu, quels sont tes projets en ce moment? Parce que, bon, on comprend que tu as une vie avec plein de projets, plein d'activités, plein de passions. Et il va sûrement falloir faire une partie 2 pour parler de voyage et parler d'autres choses. Oui. Donc maintenant, bon, 31 ans, tout ça. Quels sont tes prochains projets, tes rêves et tout ça? Ben, ils sont pas durs à deviner, hein, parce que bon, à mon âge, voilà, c'est sûr que depuis toujours, je rêve d'avoir un enfant. Donc là, bon, je suis belle maman, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ce rêve et cette envie d'être une maman, moi, de vivre une grossesse et tout ça, en fait, c'est un défi. C'est un énorme défi pour moi. Et c'est ça, je rêve de le vivre. Ça fait 1 an et demi que qu'on essaie d'avoir un enfant, mon chéri et moi. Donc je me concentre beaucoup là-dessus en ce moment. Comme tu dis, on s'en reparlera hein, le jour où on aura réussi. Je pense que j'aurai beaucoup de choses à raconter en plus. Mais toi, comme on a dit, je sais que j'aurai encore des tonnes de défis, mais je vais m'appuyer sur justement les ressources que j'ai et tout ce que je connais de moi et des autres aussi, hein, parce que les autres, voilà, la famille, les amis, sont très importants pour moi aussi pour m'aider à avancer. Donc, avoir un enfant, projet numéro 1. Projet numéro 2, bon, ben évidemment, ce sera de trouver peut-être une petite maison bien chaleureuse et confortable parce que là, on va être un petit peu plus nombreux. Projet professionnel. En fait, je veux continuer à donner mes conférences. Ça, c'est vraiment, je carbure à ça. Je suis sur un nuage à chaque fois que j'en donne. J'anime à la radio aussi en ce moment. J'ai animé des émissions à la télévision, donc j'espère avoir d'autres opportunités de faire de l'animation, autant radio ou télé. J'aimerais, bon, évidemment aussi écrire mon livre. Ça fait plusieurs fois que j'en parle, que je le dis, mais là, il faut vraiment que je m'y mette. Parce que encore une fois, c'est un projet que j'ai envie de faire depuis que je suis toute petite. On a parlé de plusieurs choses en 1 heure, mais j'ai tellement de choses et d'anecdotes et de moments à raconter de par mon histoire de vie, mais même mes origines. Bref, tout mon monde, toute ma vie, j'ai envie d'en parler et de le partager avec tout le monde. Donc, je te dirais grosso modo que c'est ça. Il y a plein de choses voilà, c'est ça. Il y a plein de choses inconnues, mais ce sera les surprises et c'est parfait comme ça.
Ouais. Ah, j'adore ça. Il y a tellement de choses que je trouve qu'on a en commun, justement. Oh, quelques petits projets, la liste est genre 10 du nom, c'est tous des méga projets. C'est vrai. La vie simple, hein, minimaliste, chaleureuse, dans les énergies positives. Donc, je suis vraiment, vraiment reconnaissante. Puis, comme je te dis, je pourrais te jaser pendant des heures et des heures et des heures. Et on fera certainement une partie 2. Et pour conclure, je pose toujours la même question à toutes mes invités. Tu as répondu au début, mais tu en as peut-être une autre phrase ou une citation. Alors, comme je disais, moi, j'adore les quotes, les citations. Alors, je demande toujours, bon, c'est quoi, toi, une citation, un mantra que tu aimes beaucoup? Tu nous as déjà dit au début, là, tomber, se relever, tout ça. Ouais. Est-ce qu'il y en a peut-être une autre pour faire différent? Et pourquoi cette phrase-là, ce quote-là, c'est important pour toi? J'en ai plein. Là, le fait que tu me poses la question, on dirait que je sais plus laquelle choisir. C'est une de mes phrases aussi, mais ce serait faites briller votre différence parce que c'est elle qui vous rend unique. Donc, le fait de faire briller, je trouve que c'est un beau mot. La différence, c'est de la mettre de l'avant, d'être unique. Voilà, faites briller votre différence, c'est elle qui vous rend unique. J'irai avec ça, puis la prochaine fois, je t'en dirai d'autres. Mais ouais, c'est ça. Je veux que les gens soient bien dans leur peau et qu'ils s'acceptent tels qu'ils sont. Donc, ouais, ça va être ma citation et mon message de la fin. Génial. Ben merci beaucoup. Ça a été super inspirant pour moi et je suis sûre pour tout le monde qui nous écoute. Je vais mettre certains liens de ton site web ou des choses que les gens veulent connecter avec toi dans les descriptions du podcast. Donc, n'hésitez pas à écrire à Camille si vous avez besoin de quelqu'un de super inspirante pour vos conférences ou si en entreprise ou quoi que ce soit. Vous serez certainement pas déçus. Donc, encore une fois, merci Camille pour cette belle conversation awesome. Je suis super reconnaissante et j'ai hâte qu'on refasse la partie 2. Merci beaucoup, Claudia. Merci pour l'invitation. Je t'embrasse et j'embrasse toutes les personnes qui nous ont écoutés aussi. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Karmakin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast. Ça me permet d'avoir un impact positif sur plus de gens comme toi. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute and until next time, je te souhaite une journée awesome!